Jusqu'à preuve du contraire, nous, comme acteurs de la société civile, nous sommes, tout comme les communautés locales, nous suivons de près ces processus par rapport à la question de cette signature. Comme vous le savez, cet aspect, ces processus a plusieurs dimensions. Nous avons une dimension politique de cet accord, et nous avons une dimension diplomatique, mais aussi à côté, il y a une dimension économique. Et à côté de cette dimension économique, vous allez vous retrouver aussi qu'il y a une dimension environnementale qui se trouve toujours tout autour de cet accord. À ce qui concerne, si vous voulez, les questions ou les aspects de cet aspect de discussion autour de ces négociations, si ces négociations visent, si vous voulez, à apporter la paix, à apporter la collaboration transnationale entre les États, comme vous le savez, on ne saura pas séparer la RDC et le Rwanda. Ça sera des États éternellement voisins. Et on ne saura pas séparer les Congolais avec les Rwandais. Nous sommes dans une dynamique africaine où, si vous voulez, nous devons chercher les passerelles par rapport aux éléments connecteurs. Et ces éléments connecteurs, si c'est à l'issue, si vous voulez, des négociations, des facilitations pour des collaborations qui vont tenir à la fois, si vous voulez, des intérêts des Congolais, des intérêts des populations africaines pour une stabilité au niveau de la sous-région et au niveau de l'espace Afrique, je pense que nous ne pouvons que saluer. Ce qui est là, c'est quoi? C'est qu'il est à ce stade difficile de mener une analyse approfondie par rapport à cela, parce que, comme vous le savez, pour tout accord, il y a toujours, si vous voulez, des éléments qui déterminent les modalités de mise en œuvre, les annexes par rapport aux accords. Et au stade actuel, comme vous le savez, le processus a été beaucoup plus rendu, si vous voulez, secret, si pas peut-être sécurisé. Il est difficile jusqu'à ce stade. Les différentes analyses qui sont en train d'être menées, ce sont des analyses beaucoup plus superficielles, d'autant plus que les annexes et même, si vous voulez, les différents interprétations officielles par rapport à cet accord restent beaucoup plus sur la question de la dimension politique, la dimension de la paix. Quant à ce qui concerne les questions des minéraux stratégiques, comme on l'a toujours dit, les minéraux stratégiques sont stratégiques par rapport à qui? Parce que c'est de cela, si vous voulez, la question. Est-ce que le fait que les minéraux congolais peuvent constituer, si vous voulez, un pont ou une stratégie pour la République démocratique du Congo en vue d'influencer, si vous voulez, la politique internationale, mais en tenant compte des intérêts des communautés congolaises, mais aussi de la souveraineté de la République démocratique du Congo, je pense que tout cela dépendra et l'appréciation dépendra beaucoup plus du cadre opérationnel, parce que avoir un accord, c'est une chose, mais aussi rendre opérationnel cet accord pour que, et nous les petits paysans qui sommes mais là, nous puissions apprécier que ce qui a été écrit est réellement ce qui est, c'est une autre chose. Donc, à ce stade actuel, au nom, si vous voulez, de cette demande populaire, de cette demande au niveau communautaire, nous ne pouvons que jusque-là d'abord saluer ces pas-là, si ce sont, si vous voulez, des pas qui visent à ce stade de stabiliser la région, de créer un climat, si vous voulez, de rompre avec l'aspect, si vous voulez, d'une exploitation émaillée de sang, d'une exploitation qui veut faire d'abord disparaître l'homme congolais pour qu'à la suite on puisse faire l'exploitation, parce que c'est ça par le passé. Donc il fallait d'abord massacrer les Congolais, il fallait ligoter des Congolais, comme par le passé, comme vous le savez, avoir le caoutchouc pour, si vous voulez, les Belges, il fallait couper les mains des Congolais. Et au XXIe siècle, c'est quand même inacceptable qu'on puisse
d'abord chasser des Congolais sur leur terre, les massacrer et au prix si vous voulez, au sacrifice du sang, au sacrifice des vies des Congolais, maintenant exploiter les minéraux pour aller en fabriquer, si vous voulez, des téléphones. Je pense que cela doit cesser. Si les accords trouvent, si vous voulez, une solution par rapport aux droits humains, une solution aussi qui est quand même des clauses de responsabilité et, si vous voulez, des diligences raisonnables qui tiennent compte à la fois des droits humains des communautés locales, faire de ces minéraux, que ce soit des minéraux stratégiques d'abord pour les communautés congolaises et pour, si vous voulez, l'environnement de la RDC, je pense que les États vivent des coopérations et ça ne sera pas donc la toute première coopération. Comme vous le savez, de par le passé et traditionnellement et naturellement, nous comme organisation ACDH, membres de la campagne Notre Terre sans pétrole et membres de plusieurs initiatives écologiques, nous sommes opposés par rapport aux investissements fossiles. Par principe et par acceptation, comme vous le savez, parce que les initiatives fossiles sont incompatibles par rapport à la sauvegarde des droits des communautés locales, notamment les droits fonciers, les droits, si vous voulez, liés à la sécurité alimentaire, les droits aux pêches, mais aussi d'autres droits connexes par rapport aux droits fonciers, notamment la question, par exemple, de la sauvegarde des droits à l'eau, l'accès à l'eau. Et pour ces raisons-là, et pour bien d'autres raisons par rapport, par exemple, à la souveraineté des États, notamment quand nous faisons la comparaison avec les États qui ont investi dans les fossiles et le fait que ces multinationales ont agenouillé même l'existence et les administrations de ces États-là, nous alertons le gouvernement comme partenaire du gouvernement pour dire investir dans les fossiles, c'est trop dangereux, non seulement sur le plan social, sur le plan environnemental, sur le plan même de la dette publique de l'État, mais aussi sur le plan même de la souveraineté de l'État. Et pour cela, donc, nous avons alerté le gouvernement pour dire il faut investir dans d'autres secteurs, notamment l'agriculture. Comme vous le savez, la RDC est capable de nourrir le monde entier. Et donc, si nous investissons dans l'agriculture, il est possible donc, que nous puissions avoir une économie à la fois qui répond aux besoins de l'État, c'est-à-dire on paye les impôts avec les investissements agricoles, mais à la fois nous sécurisons notre aspect en termes des moyens de subsistance ou la sécurité alimentaire, mais aussi à la fois nous sécurisons les terres des communautés locales et à la fois les pêcheurs vont pêcher dans les lacs et par-ci par-là. Donc à la fois les communautés vont contribuer sur le budget de l'État et ils vont donc les citoyens vont faire leur plan en termes d'investissement agricole, investissement en termes d'énergie renouvelable et l'État va se retrouver, la communauté va se retrouver et au même moment, nous garderons notre, si vous voulez, environnement et les investisseurs et même le tourisme, nous allons actionner par rapport au tourisme. Donc, nous disons encore une fois qu'il ne faut pas orienter nos économies dans les fossiles. Cherchons les alternatives qui existent et de ces alternatives, nous en avons, si vous voulez, nous en avons nombreuses, notamment nos aires protégées, nos forêts, les chats de nos communautés et la puissance même hydraulique que nous avons. C'est que la RDC constitue, si vous voulez, les poumons en termes hydriques au niveau mondial, si pas au niveau de notre continent africain. Mais nous ne mettons pas en valeur toutes ces richesses. Comment capitaliser et comment construire une économie verte fondée sur ces ressources qui à la fois vont donner l'opportunité en termes d'investissement pour les communautés locales, vont créer des investissements connectés entre les communautés et ne pas détruire notre environnement et
à cela, les investisseurs ou les bailleurs de fonds vont donner à notre République, à notre nation, des contributions pour la sauvegarde de notre forêt sans que cette forêt ne puisse être déplacée. Mais par contre, avec les multinationales, c'est juste, si vous voulez, des appréciations beaucoup plus sans tenir compte même des études et qui, on estime, voilà, si on détruit cette forêt et exploiter le pétrole, on aura autant de billions de dollars. Mais il peut arriver qu'on y arrive, on commence l'exploitation et qui vous dit que dans 20 ans, les véhicules que nous avons, parce que ce ne sont pas nos véhicules, ce sont des véhicules de ces blancs-là, des pays, si vous voulez, des pays, si vous voulez, les plus industrialisés et qui sont en train de fabriquer actuellement des véhicules beaucoup plus électriques. Qui vous dit que dans 20 ans, nous aurons des véhicules qui vont utiliser, par exemple, les pétroles. Donc, nous avons, si vous voulez, les ressources, mais nous n'avons pas la technologie. Et nous devons déjà nous adapter par rapport à cela. Oui, je pense qu'il y a déjà des initiatives qui sont en cours. Comme vous le savez, il y a, avec la campagne, si vous voulez, Notre Terre sans pétrole, il y a des initiatives et bien d'autres initiatives. Il y a même des initiatives parlementaires. Avez-vous appris qu'il y a l'Assemblée, par exemple, l'Assemblée provinciale du Congo central qui a rendu un rapport public par rapport, si vous voulez, à la pollution et d'autres impacts en termes de violation des droits humains et l'affectation des moyens de subsistance par les activités de Perenco par rapport à la communauté, aux communautés locales. Ce sont des voix qui s'élèvent. Donc ce n'est plus, si vous voulez, une action de la société civile, c'est une action globale. Les journalistes sont en train de faire des couvertures par rapport aux effets de l'exploitation du pétrole. Ce sont des voix qui s'élèvent même au Nigeria, par-ci, par-là. Et donc, il y a des initiatives qui sont, si vous voulez, mises en place. La loi nous donne la possibilité, comme acteurs de la société civile, de contester, de soumettre des pétitions, d'orienter même des contentieux stratégiques contre des entreprises et pourquoi pas même contre la République si les communautés ne sont pas écoutées. Donc, toutes les voies légales qui sont prévues seront utilisées, mais aussi il existe un dialogue démocratique, un dialogue stratégique qui est déjà mis en place en termes de plaidoyer, en termes d'influence sur les politiques et la proposition. Parce qu'on ne doit pas seulement contester, il faut donner des propositions alternatives. Si on n'exploite pas le pétrole, quelles sont les autres ressources qui vont permettre à la République d'avoir des moyens pour son budget? Et pour cela, par exemple, il y a la campagne qui est en train d'élaborer des livres, un outil qu'on appelle livre blanc, qui va démontrer les alternatives et qui va même donner des statistiques en termes, si vous voulez, des possibilités pour la sauvegarde sociale. Donc c'est l'enveloppe de toutes ces actions qui va constituer notre paquet, qui va à la fois permettre à ce que nous puissions avoir ces dialogues démocratiques et dialogue citoyen avec le gouvernement pour en discuter. Et ne t'en fais pas, le gouvernement écoute. Parce que comme vous le savez, le gouvernement a annulé le premier appel d'offres. C'est sur base des revendications des citoyens de la société civile. Et il est possible actuellement que le gouvernement puisse aussi, si vous voulez, écouter. C'est vrai, on a identifié ces blocs-là, mais le gouvernement jusque-là n'a pas dit si ces blocs seront exploités. Parce que aussi l'exploitation exige des coûts. Et jusqu'à présent, on ne voit pas les coûts que nous devons, par exemple, investir pour construire des routes, pour pacifier les pays, soit virés, par exemple, dans une exploitation pétrolière. Donc, ce sont des dimensions et des aspects qui sont en train d'être discutés en termes, si vous voulez, de sauvegarde et en termes d'orientation des politiques et des pratiques pour sauver notre planète et aussi pour sauver les droits réels et les droits non titrés des communautés locales.
Je pense que vous le savez, l'environnement, si vous voulez, civique congolais actuel, surtout dans les zones sous occupation, c'est un environnement vraiment difficile, un environnement sous contrainte. Et cette contrainte a réduit, comme vous l'avez dit tantôt, à silence la voix de cette faune qui ne parle pas, la voix de cette forêt qui n'a pas la possibilité de s'exprimer, si vous voulez, réduit à silence ce palais de justice qui devrait dire les droits en faveur de ces parcs nationaux, si vous voulez, même en faveur de ces communautés locales. Il y a des juridictions illégales qui ont été instituées et qui ont tenté même de statuer sur des droits réels, des droits fonciers des communautés locales. Il y a un système de gangstérisme qui a été mis en place pour occuper des espaces des communautés locales. Et face à la mort, face à cette terreur qui ne vise qu'à mettre, si vous voulez, fait à la vie et qui, si vous voulez, s'exprime par le sang, par la confiscation des libertés, les défenseurs, tout comme les communautés locales, parce qu'actuellement, il est difficile de distinguer qui est défenseur de l'environnement et qui est communauté locale face à une violation quelconque liée à l'environnement. Et tous ces défenseurs qui se battent jour et nuit au prix de leur sang, au prix de leur liberté, certains ont été tués, certains sont, si vous voulez, en exil, d'autres se sont déplacés, et d'autres même, par rapport, par exemple, si vous prenez les cours des tribunaux, il y a des affaires liées, par exemple, à des litiges stratégiques sur le climat, des litiges stratégiques sur les fonciers, et les juges a fui, l'avocat a fui, la partie au procès a fui, le dossier lui-même n'existe plus, et donc il s'agit d'une situation très compliquée. Et l'administration des faits mise en place, il n'y a pas espoir par rapport à la justice. Il n'y a pas espoir par rapport à la justice. Il n'y a pas de structures qui sont là, qui visent la sauvegarde sociale, qui visent, si vous voulez, des initiatives en termes de protection des défenseurs de l'environnement. Et donc, il s'agit donc d'une situation un peu difficile où, je crois, le travail des défenseurs est mis dans une situation où c'est très difficile même d'obtenir cette possibilité de plaider en faveur de cette faune aphone actuellement. Et donc, c'est vrai, il y a des initiatives qui sont là. Certains ont développé des mesures en termes de résilience, mais qui sont aussi difficiles. En termes de résilience, comment accéder à l'information. Mais la publicité de cette information, elle est devenue trop difficile. Il est difficile donc de publier une information, surtout si c'est lié aux groupes armés. Et ce n'est pas seulement la M23, mais il y a d'autres groupes armés qui, à ce stade actuel, ne font que se rabattre sur les forêts pour avoir des moyens en termes d'investissement sur la guerre. Et donc, il s'agit d'une situation très complexe et ça ne voit pas seulement les défenseurs, mais je pense la République et même les institutions de l'État devraient savoir qu'il s'agit, si vous voulez, d'une situation en termes de menace contre l'existence même des institutions de la République. Parce que plus les groupes armés ont des moyens qui proviennent, si vous voulez, des ressources naturelles, plus ces groupes armés auront la capacité de résister contre la République et plus les gens qui sont en train d'exercer la puissance publique au nom de la République auront du mal pour faire face à cette situation. Et donc, la dimension aussi sous-régionale qu'il ne faut pas oublier, donc il s'agit d'une question beaucoup plus de sauvegarde sociale, une question, si vous voulez, de l'avenir de la nation, mais aussi une question qui pourra remettre même en cause la posture de la République comme pays solution et pays stratégique sur les questions, si vous voulez, de l'avenir de la transition énergétique. Que faire? Il est difficile donc d'y arriver sans des défenseurs
de l'environnement. Il est difficile d'y arriver sans une communauté qui a la possibilité de hausser la voix. Il est difficile lorsque cette communauté qui est autour de cette forêt, qui est autour de ces ressources, n'a pas la possibilité, si vous voulez, de contester, n'a pas la possibilité, si vous voulez, de donner sa voix pour déterminer l'orientation gouvernementale par rapport à cette ressource.